Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos du level design. Dans cet épisode, on va développer un peu une autre vidéo que j'ai déjà publiée précédemment dans la série sur le problème de feature creep. Dans cet épisode, je discutais de comment, en tant que créateur, on essaie toujours de montrer plus de contenu, parfois à un point tel que ça nuit au résultat final. On aime ajouter d'autres types de plateformes, d'autres collectibles, d'autres ennemis, et on aime mettre toutes les actions possibles pour notre héros dans chaque niveau pour montrer à nos joueurs que le jeu n'est pas juste une coquille vide et qu'il offre un tas de features. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on perd souvent la cohérence interne du niveau, on noie les joueurs dans les nouveaux patterns et les nouvelles découvertes, et on encourage peu la maîtrise. Aujourd'hui, je vais continuer cette réflexion en voyant comment cette astuce de garder une palette restreinte pour mieux amener notre contenu peut être appliquée à beaucoup d'autres choses, en plus des features. Un autre sujet qui peut évidemment bénéficier de cette sélection mesurée, ce sont les assets d'environnement dans le niveau, ceux qui n'impactent pas le gameplay directement, mais qui forment le background et l'ambiance. Ça semble assez clair que si j'essaie de mélanger un château et un cours de golf, même si tout a un style low poly, le résultat sera assez bizarre. Ça peut être un choix de design, évidemment, mais ça ne marcherait que pour un type très particulier de jeu. La plupart du temps, on aurait surtout l'impression que j'ai tenté, mais raté, d'utiliser différents kits d'assets pour peupler mon jeu rapidement. De la même façon, mélanger des styles visuels est rarement facile. Si je crée un platformer en mélangeant un style dessin avec un style flat et un style de pixel art 1 bit, je vais avoir un résultat étrange. Encore une fois, ça peut être super si le jeu est centré autour de mondes parallèles, ou de la transformation totale de l'environnement, ou même juste dans un univers établi comme chaotique, à la Lovecraft. Mais il faut faire attention avec ce genre de mélange visuel, surtout pour les débutants, parce que ça peut se perdre dans des chemins de traverse, comme le feature creep, et gâcher la cohérence du niveau. Même si on reste sur un seul style visuel avec un nombre limité d'éléments, il peut aussi être bien de vérifier que les couleurs choisies sont les bonnes. Bien que les premiers jeux et la vibe pixel art aient donné l'habitude aux joueurs d'avoir des visuels flashy et colorés, les productions modernes à grande échelle essaient maintenant de reproduire la réalité du mieux possible, et donc avec toutes ces couleurs désaturées. Et beaucoup de jeux plus petits, ou même indés, ont été reconnus pour leur graphisme incroyable, en partie grâce à leur palette de couleurs limitée. Sur cette question, les sons sont bien sûr un autre sujet essentiel. Comme les jeux sont une forme d'art multimédia, il faut souvent créer des musiques et des sons qui vont de pair avec les images que l'on montre aux joueurs, tout en les faisant marcher entre eux. Donc en gros, on cherche à avoir à la fois une cohérence interne et une cohérence contextuelle. Par exemple, ajouter des bruits de tir laser quand un archer envoie une flèche dans votre jeu médiéval fantastique va souvent ressembler à une anomalie, voire même une erreur. Idem, lancer une musique jazz au beau milieu d'une course de vaisseaux spatiaux serait un choix esthétique fort que certains joueurs pourraient ne pas apprécier. Et il en va de même pour les animations ou la physique. Typiquement, personne ne s'attend à voir des mouvements en ragdoll dans un FPS en arène hyper réaliste. On aime retrouver des narrations avec un ton particulier, des dialogues écrits avec un certain style et des personnages au caractère bien défini. Les mécaniques de jeu devraient aussi découler logiquement de l'histoire et de l'univers, et le rythme global devrait correspondre au type de jeu promis. Et il y a probablement encore plein d'autres points de design pour lesquels on pourrait appliquer cette règle, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que j'en ai oublié un important. Par contre, attention, mon but ici n'est pas de vous dire de rester emprisonné dans les stéréotypes et les clichés. La création en jeu vidéo, c'est avant tout comprendre les fondamentaux et les attentes des joueurs pour surpasser ces attentes et surprendre les gens de manière intelligente. Le truc, comme d'habitude, c'est de bien penser à ne pas tout faire en même temps ou trop vite. Prenez votre temps et trouvez des petites zones bien délimitées où mettre en avant votre originalité pour proposer aux joueurs une œuvre différente, mais avec aussi des éléments classiques pour aider à l'immersion. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel de conseils et d'astuces sur le level design et que vous avez appris quelques trucs sur l'importance de garder une palette restreinte en tant que designer.
Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne, et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos propres idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Sur ce, prenez soin de vous, et à bientôt.